Tout à l'heure, Voilà. vous avez dit que l'armée malienne, enfin, qui s'est dotée du matériel militaire, arrive maintenant à mener quelques raids hein, sur, Oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui. Mm, les zones occupées par les terroristes, s'il faut les appeler comme ça. Mais il mm, se trouve que dans un rapport de l'ONU rendu public le 13 mai dernier, vous vous souvenez, l'ONU accusait l'armée malienne de violation présumée des droits de l'homme. Ça vous rappelle mm, quelque chose? Alors, violation récusée par le gouvernement malien qui, à son tour, a ouvert une enquête contre, bien sûr, l'ONU, disons la mission d'établissement. mhm, Il a accusé d'ailleurs d'espionnage et d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État malien. mm. Alors, donc, on mène des raids pour essayer de combattre les djihadistes. Oui, Et après, c'est mal perçu. On présente cela comme une violation des droits de l'homme, mhm. au point de sanctionner certains officiers de l'armée. Alors, je voulais que vous nous disiez d'abord quelle analyse faites-vous finalement de cette situation? Que pensez-vous de cette accusation d'abord portée sur l'armée malienne par l'ONU et la réaction du gouvernement malien? Bon, moi, je pense Parce que dans le que... même temps, on voudrait bien euh, combattre le djihadisme, mais après, on vous rattrape pour vous dire ouais, ouais, attention, ouais. violation de droits, les droits de l'homme. Et puis, bon, voilà. Comment vous analysez cela? Bon, l'analyse que j'en fais, d'abord, parce que le cas que vous citez, c'est le massacre qu'il y a eu à Moura. Amoura, oui. Voilà, c'est une localité. Moi, j'étais au Mali à ce moment-là. J'ai Mhm. téléphoné à des amis à Guinée qui Oui. sont, qui connaissent bien cette zone parce que déjà de Djélé vont à Moura, ainsi de suite. Et la version que eux ils m'ont donnée, et ils m'ont dit, si tu veux, je peux même te donner des numéros de téléphone Mhm. de gens à Moura. Tu peux les appeler pour savoir réellement quelle est la Ce qui s'est situation. passé. Voilà. Et eux disent, c'était plutôt des groupes armés terroristes qui avaient investi ce lieu, qui ont été massacrés. C'est pas la population. Et il m'a dit, et c'est celui à qui j'ai parlé, c'est un maître maçon qui est à Djenné. Vous connaissez Djenné, c'est une ville en architecture de terre. Et il dit, moi-même, j'ai mes ouvriers, mes maçons qui sont actuellement à Moura. Si tu veux, je peux même te donner leur numéro de téléphone, tu les appelles. Donc, en fait, selon cette version-là qui vient de population de la localité proche, Oui. c'est pas ils ne disent pas que l'armée malienne est venue massacrer les Massacrer les populations. civils. Voilà, c'est vraiment les groupes armés, des gens appartenant aux groupes armés terroristes qui ont été, selon leur version, massacrés. Voilà. Et c'est là que moi je vous posais la question, qu'est-ce que vous en pensez quand Ouais. l'ONU accuse l'armée malienne qui ne fait que son travail, c'est-à-dire Oui, voilà, mais je pense pacifier le pays? que bon, c'est pas la première fois. Hein. On sait que l'ONU, c'est quand même des fois, c'est instrumentalisé par les grandes puissances. C'est ce qui est grave, hein. Même C'est le ça. secrétariat d'État américain s'est Oui, prononcé là-dessus, au oui, point de sanctionner oui, les oui. officiers de Mais l'armée alors que, malienne. bon, ils ne peuvent pas nous donner des leçons. Parce que les massacres faits par l'armée américaine dans le monde, il n'y a que la guerre du Golfe, la guerre en Irak, le Vietnam, vraiment, ils ne peuvent pas nous donner des leçons sur ce plan-là, quoi. Mais toujours est-il que si réellement on veut savoir ce qui s'est passé, il faut une commission d'enquête indépendante.
Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Droit de savoir, mesdames, messieurs, merci d'avoir encore choisi Telar TV. Rappelez-vous toujours de cliquer sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo et de partager au maximum nos émissions pour nous aider à garantir un impact conséquent de nos productions dont le seul but demeure, et vous le savez, informer objectivement nos téléspectateurs que vous êtes. Avec moi sur ce plateau, Dragos Ouedraogo. Bonjour Dragos. Bonjour, Christian. Merci Dragos. Vous êtes cinéaste engagé, anthropologue, expert associé au laboratoire Les Afriques dans le monde, Université de Bordeaux, enseignant et chercheur à l'école de hautes études en santé publique de Bamako au Mali. Avec vous, nous allons plancher sur le Mali, le Burkina et le Sénégal. Le Mali qui s'apprête, vous le savez, pour son référendum constitutionnel prévu le 18 juin 2023 et donc dans quelques jours afin de permettre à la population malienne de se doter d'une nouvelle constitution. Le Mali, c'est aussi la situation sécuritaire. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit se trouvent les Maliens à quelques jours du référendum constitutionnel? Bon, à quelques jours du référendum, comme je ne suis pas actuellement au Mali, je suis revenu en France, j'y étais jusqu'au mois d'avril. Euh, je pense que les Maliens, ils espèrent que du référendum pour adopter cette nouvelle constitution va garantir les libertés fondamentales pour le peuple Mhm. et que ça va permettre au peuple malien d'avoir une loi fondamentale sur laquelle il peut s'appuyer pour exprimer ses droits, que ce soit au niveau des libertés individuelles et collectives, que ce soit au niveau économique et social, que ce soit au niveau environnemental et que ce soit un outil sur lequel le peuple malien peut s'appuyer pour avancer dans son processus démocratique. Et on peut penser qu'il y a une adhésion, une forte adhésion des Maliens à ce projet de loi fondamentale. Euh, je pense que quand moi j'étais là-bas, je n'ai pas noté un grand travail de sensibilisation, d'explication des enjeux de ce que c'est que le référendum et de cette nouvelle constitution qu'on leur propose. Donc le Malien menait sa vie quotidienne avec ses préoccupations quotidiennes. Ce n'était pas une question en débat dans l'opinion comme ça. Mais Donc, pourtant, c'est une question capitale. Alors, donc, ils sont préoccupés par quoi, par exemple? ben, manger, avoir à manger tous les jours, pouvoir se soigner, pouvoir aller à l'école, pouvoir avoir la sécurité, parce qu'on est quand même dans un pays où une bonne partie est en guerre avec les groupes armés terroristes. Donc, il y a ce quotidien qui assaille la vie de l'homme, la femme, du jeune malien. Maintenant, évidemment, le référendum est annoncé. Ils vont certainement aller voter massivement, je crois, pour ce référendum, en espérant que ça puisse apporter un mieux pour le processus démocratique au Mali. Mais pour autant, du point de vue de savoir fondamentalement son contenu, les, les, les éléments qui y sont expliqués, etc. Non, les gens, il n'y a pas une véritable connaissance des enjeux parce que ce travail n'a pas été fait euh, par les forces politiques pour expliquer au peuple malien les enjeux d'un référendum. Ou peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour expliquer à la population le contenu de ce projet de texte. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, moi, j'ai pas noté vraiment des rassemblements, des réunions organisées autour du référendum. Je n'ai pas noté ça dans les quartiers, dans les villages, etc. Voilà. Donc, en fait, les gens vont aller voter, mais je suis persuadé que une grande majorité des gens
n'ont pas véritablement une conscience claire de ce que c'est que la nouvelle constitution qu'on leur propose. Oui, mais c'est quand même le projet de loi fondamentale. Donc, l'idéal serait que chaque Malien prenne connaissance de ce texte avant de se prononcer. Mais tout Oui. à l'heure, vous avez parlé d'une partie du Mali qui serait encore en proie des violences. Alors, Mhm. la question qui s'impose, est-ce que la situation sécuritaire actuelle pourrait permettre que le référendum se tienne à travers tout le pays? À travers tout le pays, je ne pense pas, parce qu'il y a dans certaines zones du nord où il y a la guerre. C'est-à-dire que l'État lui-même n'est pas présent à travers ses démembrements, des collectivités territoriales ou autres. Donc, c'est compliqué de pouvoir organiser des, des élections dans ces zones-là. Euh, dans certaines zones aussi du centre, ces zones en guerre, où l'État lui-même n'est pas présent pour pouvoir organiser des élections dans des lieux comme les collectivités territoriales, etc., où les gens peuvent se déplacer, venir voter. Donc, je pense que ça ne pourra pas se faire sur l'ensemble du territoire. Peut-être une Bamako, les grandes villes du sud, etc. Mais le nord, Gao, Kidal, toutes ces zones-là, ça va être compliqué. Ouais. Mais ils en sont conscients, hein, ils savent qu'il y a des zones où ça ne pourra pas se faire, mais ils mettront tous les moyens pour que là où c'est possible, les gens puissent aller voter. Oui, mais donc, alors, c'était d'abord là la préoccupation du gouvernement de transition actuel, pacifier d'abord le pays avant d'aller vers les élections. Mais après, on a noté cette pression de la communauté internationale qui voulait absolument qu'il y ait des élections comme si la démocratie se limitait au niveau des élections. Ça risque de poser problème d'aller faire un tel référendum et que dans 2 matins, une partie du pays réclame n'avoir jamais participé à ce référendum et rejette finalement le texte, la loi fondamentale. Oui, ça, c'est le danger, parce que souvent, ce qu'on appelle la communauté internationale, euh, pour eux, la démocratie, euh, les talons de mesure de la démocratie, c'est des élections, quel que soit leur contenu, leur importance, leur transparence. Mais du moment qu'il y a eu des élections, c'est bon, c'est un pays démocratique. Bon, qui va être élu? Quels intérêts il représente? Quel, quel programme il a? Et, du point de vue des populations, la démocratie, c'est pas juste aller mettre un bulletin dans l'urne. Ça, c'est il y a tes conditions de vie économique et sociale, il y a tes libertés individuelles et collectives. Si ça, c'est pas garanti, on ne peut pas parler véritablement de démocratie. Donc, effectivement, on ne peut pas juste dire parce qu'il y a eu vote, donc il y a eu, on est en démocratie, quoi. Voilà, c'est assez étriqué et très superficiel de voir les choses comme ça. Effectivement, les gens qui n'ont pas pu participer au référendum peuvent être fondés légitimement un jour de dire, mais voilà, nous, on n'a pas participé, pourtant, nous aussi, nous sommes du pays, quoi. Et Voilà, et donc on ne reconnaît pas cette constitution. Dragos, il y a eu un aspect qui a semblé poser problème, c'était même le point de discorde entre certaines organisations religieuses, c'est le terme laïcité. Ah, Je ne sais oui. pas s'ils ont trouvé une solution là-dessus, mais pourquoi est-ce que ce terme posait problème d'abord au Mali? Bon, il y a les organisations religieuses importantes, hein. Bon, faut savoir que sociologiquement, c'est un pays à dominante de confession musulmane. Plus de 90% de la population au Mali est de confession musulmane. Voilà. Et les organisations religieuses aussi ont une emprise, ont une influence, on va dire, euh, idéologique forte sur la population. Parce que je me rappelle, il y a quelques années de ça, ça c'était sous la gouvernance
ATT, Oui. oui, qui avait voulu adopter une loi au niveau pour introduire l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Alors, les organisations religieuses sont tout de suite montées au créneau. Ils ont fait des prêches dans les mosquées, ils ont organisé des grands rassemblements de foules importantes Jusqu'à dans, faire reculer le pouvoir. dans les stades pour dire qu'en fait, ce truc-là, c'est anti-religieux, c'est contre l'islam et que c'est une façon détournée de vouloir introduire l'homosexualité au Mali, et ainsi de suite. Voilà. Et vraiment, le pouvoir a reculé. Le, le pouvoir a reculé. Voilà. Donc, je donne cet exemple-là pour montrer le niveau d'influence importante qu'ils ont encore sur une population bon, qui est dominante musulmane. Les gens, ils pratiquent leur foi, ils vont à la mosquée, ils prient, bon voilà, c'est juste ça. Et alors, lorsque dans le projet de cette nouvelle constitution, l'article 1 a parlé que l'État malien, c'est un État laïque, démocratique, Oui. voilà, le mot laïcité les a tout de suite heurtés. Et ils ont dit que, en fait, là encore, c'est une ruse pour pouvoir s'en prendre à l'islam. Et que si on garde le mot laïcité dans la Constitution, ils vont appeler à voter non. Bon, je pense que le gouvernement n'a pas cédé. Il n'a pas cédé et il a maintenu cet article dans la Constitution et en expliquant bien que la laïcité, c'est non. Au contraire, la laïcité en République, c'est la Mais liberté de croire et de ne pas organisations, croire, tu vois. qu'est-ce que ces organisations auraient souhaité qu'on mette à la place Eux ont présidentielle? proposé que l'État malien est un État multiconfessionnel. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que multiconfessionnel, ça c'est un État qui est basé sur la religion. Oui, je vois. Ouais, donc, alors que la laïcité, c'est la séparation de la religion et de l'État. La religion est une affaire privée. Chacun est libre de croire et de ne pas croire. Chacun est libre de pratiquer sa foi religieuse. Et celui voilà, qui ne croit pas, qui est athée, il a le droit aussi à ne pas croire, mais sans empêcher les autres de croire. Voilà. Mais eux, ils ont dit que non, en fait, quand ils écrivent que c'est un État laïque, c'est une ruse. En fait, en réalité, c'est s'en prendre à l'islam, qui est historiquement vraiment le Mali, la religion musulmane est inscrite dans le patrimoine culturel et historique du pays et que c'est vraiment s'attaquer à la foi religieuse, c'est attaquer à la culture malienne. Bon, ce qui, historiquement, c'est faux. Parce que avant l'islam au Mali, les gens avaient d'autres types de croyances que les anthropologues appellent animistes. Ce n'est pas un terme que j'aime, mais en tout cas, ils avaient leurs croyances ancestrales, leurs pratiques religieuse fondée sur le respect de la nature, ainsi de suite. Ils avaient ce que les coloniaux appellent les fétiches, les gris-gris, tout ça. Donc, ils avaient d'autres types de croyances. L'islam est venu après, est venu d'ailleurs. Mhm. Ce n'était pas quelque chose qui était dans les sociétés maliennes avant. Donc, ils disent non, que c'est un patrimoine culturel et historique malien et que vraiment, voilà. Donc, ils sont contre. Alors, je ne sais pas quelle posture ils vont adopter euh, pour le 18 juin. Comme ils ont dit qu'ils vont appeler à voter non. Mais ça, c'est une organisation religieuse, surtout celle dirigée par Mahmoud Diko, Mhm. Il est très influent aussi au qui est Mali. très influent aussi dans la politique, comme tous les Maliens. Ils l'appellent Messi, parce que c'est un dribbleur. Il faut montrer son opportunisme, quoi.
Il est avec tous les pouvoirs. Il a fréquenté tous les pouvoirs qui se sont succédés au Mali. Ah bon. Voilà. Il a été avec ATT, il a été avec Ibeka, après il s'est retourné contre Ibeka. Bon. Donc, lui, sa structure religieuse là est contre. Mais il y a d'autres qui sont pour, qui soutiennent. Ce n'est pas toutes les organisations religieuses qui sont contre ce projet de laïcité. Mais pourtant, le Mali a une tradition démocratique, j'allais dire, très ancienne, le respect des droits de l'homme, Bien et qu'à ce sûr, niveau, oui. le problème ne devrait pas se poser. Je pense un peu à la charte mondaine Ouais. Oui, qui oui, a il y a cette existé, tradition-là, et donc effectivement. Ouais. cela pouvait permettre aux Maliens d'aller beaucoup plus vite. Comment se fait-il qu'on semble un peu reculer encore, on ne comprend plus, qu'est-ce qui se passe, tout ça, c'est... Comment Bon, expliquer cela? euh, vous savez, la charte du Mandé, bon, même si elle est ancienne, etc., beaucoup de jeunes Maliens ne la connaissent pas. Mais on pouvait la vulgariser. Oui, mais ce travail, il faut le faire. Il n'est pas fait. Bon, il y a des historiens, il y a des gens de culture ancienne qui connaissent, mais la jeunesse malienne, dans son immense majorité, ne connaît pas. Elle peut Vous avoir pensez quelle entendu comme serait... ça la charte du Mandé, mais son contenu, si tu lui demandes de lui expliquer c'est quoi la charte du Mandé, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne pourront pas t'en parler. Oui, évidemment, je pensais que la charte du Bandé était beaucoup plus adaptée finalement aux Maliens et que, bon, une sorte de sensibilisation suffirait pour que les gens intègrent parce que ça fait quand même partie de leur culture. Oui, Alors, malheureusement, ce travail n'est pas fait, hein. Malheureusement. Euh, Même si c'est fait, ça reste assez superficiel et fragmentaire. C'est-à-dire, les gens n'ont pas forcément, se le sont pas forcément appropriés, intériorisés et l'adapter à nos contextes actuels pour en faire un outil de lutte pour la démocratie, pour les valeurs, ainsi de suite. Donc voilà, il y a entre avoir entendu parler de la charte du Mandé et d'accord. Alors, l'intérioriser, se l'approprier, ça c'est une autre démarche oh oui, je qui comprends. demande une démarche plus consciente. Et ça, c'est pas le cas, hein. Alors, on ne peut que souhaiter bonne chance aux Maliens, bien entendu. Bien, à côté donc des défis électoraux qui attendent le Mali, il y a aussi des défis sécuritaires. D'entrée du jeu, vous avez brossé la situation sécuritaire, mais bon, nous savons également que le Mali actuellement se dote de plus en plus du matériel militaire pour les raisons de sécurité, ce qui est normal d'ailleurs. Et il faut rappeler que le scrutin du 18 juin prochain, c'est un report, parce que c'était prévu pour mars dernier et probablement qu'il y a Oui. eu des problèmes aussi de Mhm. sécurité. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la sécurité. Quel regard porter sur la sécurité actuellement? Est-ce qu'elle peut garantir un bon déroulement de l'élection, c'est-à-dire du référendum? Bon, je pense que il peut y avoir un bon déroulement du référendum dans les zones où il y a une présence de l'État Les zones et contrôlées par l'État. les zones contrôlées par l'État avec la présence des forces de défense et de sécurité, etc., quoi. Et puis aussi des lieux sécurisés où les gens peuvent aller voter tranquillement ce jour-là. Mais comme je l'ai dit tantôt, ça, ce n'est pas partout. Il y a des zones en guerre, des zones contrôlées aussi par les groupes armés terroristes. Donc, évidemment, dans ces zones-là, ce ne Mais sera est-ce pas que, est-ce possible. qu'il y a, il y a quand même une avancée sur le plan sécuritaire par rapport à avant? Mhm. Ben, oui, il y a une avancée dans la mesure où, comme vous l'avez dit, le État malien s'est doté surtout de moyens aériens, des hélicoptères de combat, des drones, qui leur permettent de repérer les mouvements et les déplacements des groupes armés.
et d'aller même bombarder certaines de leurs positions, de leurs sanctuaires terroristes. Bon, mais vous savez, c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire, C'est-à-dire que ce n'est pas un affrontement frontal, parce que ces groupes armés, leur méthode, c'est surgir à un moment où on ne les attend pas, faire un coup, un massacre dans un village et ensuite disparaître. Voilà. Et, et là aussi, il y a aussi des zones où les forces de défense maliennes ont réussi à détruire leur base, mais seulement après, comme les forces ne restent pas sur place. ouais, je comprends. Mais tout à l'heure, Voilà. vous avez dit que l'armée malienne, enfin, qui s'est dotée du matériel militaire, arrive maintenant à mener quelques raids hein, sur, Oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui. Mm, les zones occupées par les terroristes, s'il faut les appeler comme ça. Mais il mm, se trouve que dans un rapport de l'ONU rendu public le 13 mai dernier, vous vous souvenez, l'ONU accusait l'armée malienne de violation présumée des droits de l'homme. Ça vous rappelle mm, quelque chose? Alors, violation récusée par le gouvernement malien qui, à son tour, a ouvert une enquête contre, bien sûr, l'ONU, disons la mission d'établissement. mhm, Il a accusé d'ailleurs d'espionnage et d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État malien. mm. Alors, donc, on mène des raids pour essayer de combattre les djihadistes. Oui. Mm, Et après, c'est mal perçu. On présente cela comme une violation des droits de l'homme, mhm. au point de sanctionner certains officiers de l'armée. Alors, je voulais que vous nous disiez d'abord quelle analyse faites-vous finalement de cette situation? Que pensez-vous de cette accusation d'abord portée sur l'armée malienne par l'ONU et la réaction du gouvernement malien? Bon, moi, je pense Parce que dans le que... même temps, on voudrait bien euh, combattre le djihadisme, mais après, on vous rattrape pour vous dire ouais, attention, ouais, ouais. violation de droits, les droits de l'homme. Et puis, bon, voilà. Comment vous analysez cela? Bon, l'analyse que j'en fais, d'abord, parce que le cas que vous citez, c'est le massacre qu'il y a eu à Moura. Amoura, oui. Voilà, c'est une localité. Moi, j'étais au Mali à ce moment-là. J'ai téléphoné à des amis à Guinée Oui. qui connaissent bien cette zone parce que déjà de Guinée vont à Moura, ainsi de suite. Et la version que eux ils m'ont donnée, et ils m'ont dit, si tu veux, je peux même te donner des numéros de téléphone Mhm. de gens à Moura. Tu peux les appeler pour savoir réellement quelle est la Ce qui s'est situation. passé. Voilà. Et eux disent, c'était plutôt des groupes armés terroristes qui avaient investi ce lieu, qui ont été massacrés. Ce n'est pas la population. Et il m'a dit, et c'est celui à qui j'ai parlé, c'est un maître maçon qui est à Djenné. Vous connaissez Djenné, c'est une ville en architecture de terre. Et il dit, moi-même, j'ai mes ouvriers, mes maçons qui sont actuellement à Moura. Si tu veux, je peux même te donner leur numéro de téléphone, tu les appelles. Donc, en fait, selon cette version-là qui vient de population de la localité proche, Oui. c'est pas, ils ne disent pas que l'armée malienne est venue massacrer les Massacrer les populations. civils. Voilà, c'est vraiment les groupes armés, des gens appartenant aux groupes armés terroristes qui ont été, selon leur version, massacrés. Voilà. Et c'est là que moi je vous posais la question, qu'est-ce que vous en pensez quand Ouais. l'ONU accuse l'armée malienne qui ne fait que son travail, c'est-à-dire Oui, voilà, mais je pense pacifier le pays? que bon, c'est pas la première fois. Hein, on sait que l'ONU, c'est quand même, deux fois, c'est instrumentalisé par les grandes puissances.
C'est ce qui est grave, hein. Même C'est le ça. secrétariat d'État américain s'est Oui, prononcé là-dessus, au oui, point de sanctionner oui, les oui. officiers de Mais l'armée alors que, malienne. bon, ils ne peuvent pas nous donner des leçons. Parce que les massacres faits par l'armée américaine dans le monde, il n'y a que la guerre du Golfe, la guerre en Irak, le Vietnam, vraiment, ils ne peuvent pas nous donner des leçons sur ce plan-là, quoi. Mais toujours est-il que si réellement on veut savoir ce qui s'est passé, il faut une commission d'enquête indépendante, tu vois, qui a la moyen d'investiguer sur le terrain, d'interroger les populations locales, d'interroger vraiment tous les acteurs et pouvoir, à la suite d'une enquête approfondie, livrer des conclusions. Ce n'est pas le cas. Pour le Oui, mais c'est moment, ce que d'ailleurs disait ou déclarait le gouvernement malien qui a recusé ces accusations, disant que c'était fondé sur la base des images satellitaires. Mais alors, moi, oui, je peux considérer cela comme un manquement ou ben voilà, ils n'ont pas eu probablement de bonnes informations, mais est-ce qu'on peut prendre cela pour une erreur ou bien justement aussi une volonté manifeste d'empêcher l'armée malienne de combattre les djihadistes? Parce qu'on peut aussi passer par ces méthodes, ouais, moi je pense que c'est dissuader l'armée oui, à ne c'est pas une continuer à volonté. combattre le djihadisme. Là, ouais, c'est une volonté manifeste d'empêcher l'armée malienne de vaincre les groupes djihadistes armés. Parce que les groupes armés djihadistes, dans cette sous-région, euh, sont aussi implicitement des alliés des puissances impérialistes dans la géopolitique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre par C'est-à-dire là? que il y a des complicités, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des groupes armés, on les a vus au Mali, collaborer avec l'armée française. Ça rejoint un peu ce que le Mali, disons, les accusations de Mali contre la Oui, France, oui, qui fournirait les bien sûr, renseignements. oui, oui, non, non, ça c'est établi. Même les gens dans ces régions-là les voient à l'œuvre. Donc la présence de Finalement, ces groupes vous armés, êtes en train de nous dire que c'est vrai cette histoire? mais bien sûr, c'est pas une légende, c'est pas, non, c'est fondé. Ces groupes armés terroristes sont soutenus par les puissances impérialistes. C'est leur nouvelle trouvaille pour déstabiliser, créer le chaos et ensuite justifier leur présence militaire avec des troupes de base et continuer le pillage des ressources. Alors, Dragos, est-ce que l'économie suit également cette amélioration de la situation sécuritaire au Mali? Oui. Tout le monde est Non, d'accord de non, dire non, que la situation semble s'améliorer, même si elle n'est pas encore sous contrôle total, mais il y a une amélioration au niveau sécuritaire. Mais est-ce que pour autant l'économie suit aussi? non, l'économie ne suit pas, c'est vraiment, voilà, déjà, c'est un pays la majorité agricole, pastorale aussi, pays d'élevage. Bon, la guerre impacte sérieusement ces activités-là. Parce Et que, puis les sanctions aussi, hein. oui, il y a eu les sanctions. Oui, bien sûr. Il y a eu les sanctions de la CEDEAO, tout ça, une économie déjà à bout de souffle, en pleine crise. Et les sanctions sont venues encore amplifier ces difficultés-là pour l'économie malienne et pour les populations. Voilà. Donc, non, l'économie ne suit pas. Si tu vas au marché de Bamako, ben, les gens ils tirent la gueule parce qu'ils ne peuvent plus vendre, parce que les gens ne peuvent plus non plus acheter. Donc, les produits de première nécessité sont hors de prix pour eux. Ouais. Au niveau du chômage, mais les jeunes, voilà, pas d'emploi. Il y a des entreprises qui ont dû fermer hein, à cause de la crise, mais aussi les mesures en embargo sont venues compliquer leur trésorerie. Donc, il y a des entreprises qui ont fermé leurs portes, étant les gens au chômage. Voilà. Euh, non, à tout point de vue sur le plan économique,
c'est plutôt très, très difficile. Mais alors, cela peut constituer donc une bombe à retardement pour le gouvernement de transition qui est là parce que ventre affamé n'a point d'oreille, quel Ouais. que soit ce que l'on peut proposer à la population, mais si elle n'a rien à mettre sous la dent, Ouais, non, c'est forcément, ça difficile, risque. hein, ouais. Ben, je me rappelle une fois, j'ai pris le taxi, le chauffeur de taxi, il me dit, c'est sa première déclaration, j'ai dit, ah, ils ont encore augmenté le prix de l'essence. J'ai dit, mais non, ça, et manque de peau pour lui, il y a les flics qui nous arrêtent, il va pour montrer son permis, les papiers qu'on lui demande, en fait, c'est pour le racketter, quoi. On lui demande de l'argent. Il était venu, il était vraiment en colère. Il dit, je ne sais même pas pourquoi je continue de travailler parce que je n'ai plus rien. Avec quoi je vais nourrir ma famille, quoi. Et il dit que si ces gens-là ne font pas attention, le peuple va se soulever. Mais qu'est-ce qui a manqué finalement à ce gouvernement Bon, c'est vrai que c'est toujours pas évident de suivre plusieurs lièvres à la fois, mais est-ce pour autant ils n'ont pas eu cette politique, par exemple, au niveau économique pour tenter de relancer l'économie malienne, Non, moi je malgré pense, toutes les difficultés, bien sûr, mais ouais, est-ce qu'ils mais ont eu une politique comme ça? non, ils n'ont pas un programme. Ils n'ont pas un programme économique, ils n'en ont pas. Ça, c'est la caractéristique des coups d'État. On prend le pouvoir et après on bricole. Ils n'ont pas un projet de société, ils n'en ont pas. Donc, ils continuent à gérer le même système tel qu'il est. Je donne un exemple. Le secteur minier, c'est un pays minier, hein, il y a, surtout au niveau des mines d'or. Mhm. Voilà. Et rien n'a changé sur ce plan-là. C'est-à-dire que les contrats miniers qu'il y avait avec les multinationales qui exploitent ce secteur ont été reconduits. Donc, même dans les zones minières où ces entreprises exploitent l'or, autour, c'est la misère. C'est-à-dire que les populations locales où il y a des mines d'or, c'est toujours la pauvreté, la misère, les problèmes de santé, les problèmes d'alimentation, etc. Même les ouvriers qui vont travailler dans la mine, ce qu'ils gagnent, ça ne leur suffit même pas pour vivre correctement. Et sans oublier la destruction de l'environnement autour. Donc, il n'y a pas de rupture avec ça. Donc, forcément, ce système économique prédateur a sa logique. Les conséquences, c'est toujours le pillage des ressources du pays. Il n'y a pas un frein à ça. Il y a du lithium qui a été découvert suite à une exploration dans une zone qu'on appelle Bougouni. Il paraît ils font partie des pays qui ont les plus grandes réserves de lithium. Mais malheureusement, tel que c'est parti, les grandes entreprises australiennes et autres qui vont venir exploiter le lithium, c'est dans la même logique que l'exploitation minière de l'or. C'est-à-dire, là encore, c'est le pillage. Tu vois. Ça ne va pas amener un développement de la zone. On vient, on pompe, on s'en va. Et eux, Mais est-ce que tout ça est ils dû, continuent ce système-là. Tu vois. est-ce que tout cela est dû aussi le fait que le Mali utilise le franc CFA. Il ne pouvait pas s'affranchir de Mais cette monnaie et puis, quitte à nationaliser les autres entreprises, les ils n'ont mines pas, d'or, comme vous en êtes tout en cas, train de parler. ils n'ont pas ça comme projet. Ils n'ont pas ce projet-là. Alors, ils n'ont pas ce projet, ça veut dire Bien sûr, qu'après le référendum, il y a certaines organisations de la jeunesse qui l'évoquent, qui, quand ils descendent dans la rue manifester, ils dénoncent le franc CFA, ils dénoncent tout ça. Mais ce n'est pas dans l'agenda. l'emprise de l'économie malienne Ah oui, par oui, si. les entreprises étrangères, Oui, oui, ça, les gens le dénoncent. Mais ça ne fait pas partie de l'agenda du gouvernement. malheureusement. Et Lui-même n'en parle pas. Vous voyez. probablement que le nouveau pouvoir viendra s'occuper de tout cela, qui sait. Bon, espérons, mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas dans l'agenda du gouvernement actuel. Hein. Il n'en parle pas.
C'est très complexe. Alors, on va passer donc au Burkina Faso. Apparemment, c'est les mêmes problèmes qui se posent, les similitudes entre le Mali et le Burkina Faso, qui se bat aussi contre le djihadisme. Quelles sont les avancées au niveau du Burkina? Bon, en termes d'avancée, pareil, il y a On a quelques... enrôlé les jeunes Ouais, volontaires dans pour... ce qu'ils appellent les volontaires pour la défense de la patrie. Ils en Mhm. ont recruté au sein de ces VDP pour appuyer les forces de défense et de sécurité dans la riposte contre les groupes armés terroristes. Mais pour le moment, il y a des lieux où ils ont des victoires, hein, où ils font reculer les groupes, où ils arrivent à les faire chasser de certaines zones. Mais quand même, si on fait le bilan aujourd'hui, depuis le coup d'État, ça fait 8 mois que le pouvoir est là, on ne peut pas dire qu'il y a une réelle avancée dans la lutte contre les groupes armés. Parce que, euh, en termes de population déplacée, Oui. aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de populations déplacées. Au moment où ils accédaient au pouvoir, il y avait 1 million et quelques, quoi. Donc, vous voyez, ça, c'est des éléments concrets. Et en termes aussi de présence de l'État, aujourd'hui, 40% du territoire reste quand même sous le contrôle des groupes armés terroristes. Ça veut dire que ce sont des zones où l'État n'est pas présent, où ce sont ces groupes armés, soit partiellement, soit totalement, font la loi, en fait. Font la loi, la loi du canon, c'est-à-dire qu'ils imposent. Donc, ça Et limite les populations. pourtant, à son arrivée, l'actuel homme fort, j'allais dire, du Burkina parlait de vouloir s'orienter vers d'autres partenaires. Est-ce qu'il l'a pas fait ou s'il l'a fait, qu'est-ce qui fait que les choses n'avancent pas? Bon, ils le disent, hein, ils disent qu'ils vont diversifier leurs partenariats, ils vont acheter oui, ils ont acheté des armes avec d'autres partenaires. Mais le problème, c'est structurellement, comment l'armée elle-même, elle est structurée, organisée pour relever ce défi. Comment, quelle stratégie et tactique militaire est déployée pour faire face à ces groupes armés? Bon, vous êtes en train de nous dire que dans l'armée, il y aurait aussi un petit souci. Ben, il faut dire les choses, parfois des officiers un peu Non, ben, corrompus, en fait, sinon. en fait, l'armée au Burkina, c'est une armée, comment dire, on peut pas, c'est pas une armée nationale. C'est, dans l'armée, depuis longtemps, ce sont des clans. Et en plus, depuis que l'armée s'est introduite dans la vie politique du pays, Oui. c'est devenu une armée constituée de clans putschistes qui se renversent à tour de rôle à la tête de l'État. C'est pas une armée de défense du territoire. Oui, mais c'est quoi l'alternative finalement? L'alternative, et notre peuple le réclame aujourd'hui, les gens disent, donnez-nous les armes, nous allons nous défendre. On donne les armes à la population pour Ouais, qu'elle se défende. ouais, c'est ce que les Chacun gens va se réclament. retrouver avec une arme chez lui, après, ça sera Non, non, les gens, carnage. ils organisent des manifestations pour ça. Ils disent, nous sommes en mesure de défendre la sécurité dans nos villages, dans nos zones. Mhm. Donnez-nous les armes pour combattre ces groupes armés. Et pourquoi le gouvernement Moi, je pense qu'ils ne le font pas parce qu'ils se disent qu'ils peuvent retourner les armes contre le pouvoir. Par rapport à tous ces systèmes prédateurs d'exploitation, d'oppression, les gens, ils peuvent retourner le... Il faut vous rappeler que c'est un pays qui a une expérience d'insurrection populaire. oui.
C'est un pays qui historiquement, a mené de grandes luttes populaires contre le régime. Mais pourtant, mais pourquoi est-ce que jusque-là, cette expérience n'arrive pas à stabiliser finalement le pays? Parce que pour le moment, le niveau d'organisation pour la lutte pour la prise du pouvoir n'est pas, les conditions ne sont pas réunies au niveau de l'organisation. Mhm. Mais on est sur ce chemin. Ouais. Et vraiment, l'ambition, c'est de réunir les conditions d'organisation, de mobilisation pour que à la prochaine insurrection populaire, ce soit aussi une insurrection de prise du pouvoir pour changer radicalement le système, la situation dans le pays. C'est sur ce chemin-là qu'on est. Mais j'imagine un peu, Ibrahima qui est là, c'est la population qui, bon, entre guillemets, a soutenu sa prise de Non, pouvoir. pas tant que Un peu ça. comme... Non, vraiment pas. Ça n'a été qu'une illusion, nous avons vu sur Oui. les images, Ah sur oui, les non, réseaux non. Quand on vous sociaux. montre quelques images, de loin, vous croyez qu'il y a une grande adhésion populaire. Non. Évidemment, je ne dis pas qu'il n'a pas eu de soutien de certaines personnes. Et certaines personnes peuvent être dans la rue parce que celui qui l'a renversé était décrié, il ne l'aime pas. Mais de là à penser que c'est une adhésion, un soutien populaire à ce régime-là, non. Et parce qu'on a vu comment la population a voulu même l'accompagner jusqu'à, je ne sais pas, vers un camp militaire, les troupes étrangères. Tout ça, ce n'était que... Bien sûr, les gens, ils sont contre la présence militaire française. Tu vois, et si on leur dit que ah, l'armée française va intervenir pour empêcher que Ibrahima ne s'installe, ils vont manifester plus contre la présence militaire française et son immixtion dans la vie politique intérieure, mais ce n'est pas automatiquement une adhésion et un soutien à ce régime. Aujourd'hui, il y a des mouvements de grève, il y a des mouvements de manifestation où les gens, ils posent toujours leurs Ils revendications. manifestent pourquoi concrètement? Ben, les travers, quand ils manifestent, c'est pour de Le meilleures conditions. social, la Oui, bien sûr. sécurité. Oui, bien sûr. Oui. Donc, cette tradition de lutte syndicale, elle est toujours là. Cette tradition de lutte pour défendre les libertés, elle est toujours là. Parce que le pouvoir, ces derniers temps, a pris des mesures par rapport à la liberté de la presse. Il y a des journalistes qui sont arrêtés, qui sont en prison actuellement. Non, Tu non. vois. Il y a des organes de presse qui sont intimidés. Donc ça, les gens n'acceptent pas qu'on atteigne aux libertés et aux droits des gens. Et ils manifestent par rapport à ça. Et donc, la sortie du tunnel est encore incertaine, c'est ça? Ah, pour le moment, à court terme, oui, c'est compliqué. C'est une situation complexe, difficile. Il y a la guerre. Bon. Mais on est arrivé à un stade où les gens se disent, on va arrêter de fuir, on va affronter ce groupe Les groupes armé. rebelles, oui. Voilà, on va s'organiser, on va faire face et on va venir à bout. Donc, on n'est pas dans une situation où les gens, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, ils sont résignés, ils sont avachis. Non, on est dans un contexte où de plus en plus, l'idée qui chemine chez les gens, c'est de faire face, de s'organiser, y compris par les armes aussi. Tu vois. C'est cette dynamique-là qui est en train de se mettre en place. Alors, Dragos, oui, Dragos, je rappelle que vous êtes anthropologue aussi, hein, expert associé au laboratoire
Les Afriques dans le monde, Université de Bordeaux, enseignant chercheur à l'école des hautes études en santé publique de Bamako, Mali. Dernièrement, on nous a parlé, on commençait à parler d'un projet de fédération entre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Est-ce qu'on peut penser que ce projet pouvait apporter une solution sur tous ces problèmes-là que vivent le Mali et le Burkina? Une fédération pourrait mettre un terme à ces Oui, défis? bon, je pense que la manière dont ça a été introduit, Mhm. euh, au détour d'une visite de délégation malienne ou guinéenne à Ouagadougou, moi, je pense que c'est superficiel. Parce que ceux qui l'ont annoncé, ils n'en ont pas donné véritablement quel est le contour, quel est le contenu, comment ça va être mis en place. Et Est-ce probablement, que les peuples, est-ce que probablement, les peuples de ces pays ont été consultés? et Est-ce qu'on en a probablement, ils ne seront pas discuté? aussi, voilà, j'étais en train de dire probablement qu'ils ne seront pas aussi les animateurs de ces institutions, parce que d'ici là, après, il faut qu'ils Oui, partent. mais à quoi Ils bon cèdent. lancer comme ça un truc alors que ce n'est pas un truc qui a été élaboré, discuté avec un contenu, avec des objectifs et surtout, dans aucun de ces trois pays, le débat a été posé au niveau des Mais populations. au moins, le projet est lancé. Les autres pourront Oui, continuer. mais un projet qui engage la vie des nations, on ne le lance pas comme ça. C'est pas sérieux. C'est juste, Il faut l'adhésion des mais il populations par faut, des référendums. mais bien sûr, Oui. c'est quand même une grande affaire. Fédération de trois pays, euh, alors que les populations ne sont pas consultées, personne ne cerne les véritables enjeux, mais comment ça va fonctionner? Non, je Mais au pense que moins, c'est toujours des effets d'annonce oui, pour se mais donner. tel que cela est annoncé, si jamais cela pouvait se concrétiser, ça peut constituer une alternative. Oui, mais c'est pas comme ça. C'est vraiment pas de cette manière-là qu'on peut. Non, ça demande vraiment que dans chacun des pays, il y ait une réflexion de fond et que les contours économiques, sociaux, politiques, culturels, tout soit débattu et vraiment avec une orientation claire, avec l'adhésion des gens, pour que ça prenne corps déjà dans chacun des pays. Là, c'est On juste des suppose effets que, d'annonce. À mon avis, c'est des effets d'annonce oui, pour juste se donner une coloration panafricaniste et plaire à la jeunesse. Ça ne va pas plus loin. D'ailleurs, eux-mêmes n'en parlent plus. Une fois qu'ils ont lancé ça, ils n'en parlent plus. Personne ne nous dit que des commissions sont mises en place pour travailler à l'élaboration du futur projet de fédération. Est-ce que vous entendez parler de ça? mais je pense qu'après, normalement, ça serait le tour des intellectuels que vous êtes de vous approprier de Oui, cette mais est-ce idée qu'ils et nous puis ont de... associés? Est-ce qu'ils nous ont consultés avant? Si c'était vraiment sérieux, ils auraient déjà chacun dans son pays mis en place une structure, un lieu de réflexion et de débat. Mais non, on lance ça comme ça et puis c'est juste pour plaire. Franchement, c'est vraiment pour plaire aux jeunes qui aspirent à l'unité des peuples d'Afrique, à l'unité de nos pays. Donc, si on lance un slogan comme ça plaît. Donc, on se donne une coloration panafricaniste progressiste alors qu'on n'a pas véritablement réfléchi aux enjeux. À mon avis, il ne faut rien attendre de ça. Ça ne va pas aller plus loin que les déclarations qu'ils ont faites. Oui, bien, est-ce qu'on peut se dire après ces déclarations, les intellectuels, même si Mais ils avant étaient eux, mais associés, franchement, moi, je n'ai pas attendu ça pour avoir une réflexion sur la question de l'unité des peuples d'Afrique. Non seulement à l'échelle de la sous-région, mais à l'échelle du continent. mhm,
C'est pas parce qu'ils ont parlé de la fédération Mali, Guinée, Burkina que moi j'ai pris conscience de ces enjeux-là. Non. Tous les gens qui, sincèrement, luttent pour la libération de nos peuples ont cette idée de l'unité des peuples d'Afrique, de solidarité, de lutte entre les peuples d'Afrique. Oui, mais après, il faut avoir le pouvoir de décision. Avoir une idée, c'est une chose, mais Oui, avoir moi je pense que aussi. ça, si dans chacun de nos pays, les peuples arrivent à se libérer et à avoir des gouvernements réellement représentatifs de leurs intérêts, ça va se faire. Mais c'est ces gens qui voilà, lancent ça comme ça alors qu'il n'y a eu aucun travail préalable de réflexion, c'est juste des effets d'annonce. Ça ne va pas plus loin. Et on le voit actuellement, ben, je vous dis, le gouvernement au Burkina ne mène aucun travail sur ce projet de fédération. Il n'y a rien. Il n'y a aucune structure qui a été mise en place pour parler de ça, pour y réfléchir aux contours, aux enjeux, rien du tout. Une fois qu'ils l'ont lancé au sortir d'une réunion, c'est fini. Ça ne va pas plus loin. Merci, Dragos. Venons au Sénégal qui fait l'actualité, c'est-à-dire la une de l'actualité en Afrique depuis la condamnation du principal opposant sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Il a été condamné donc par contumace. Alors, certains observateurs estiment que c'est une instrumentalisation de la justice pour éliminer les potentiels challengers pour l'élection présidentielle de 2024. Vous partagez cet avis? Ouais, je suis enclin à partager cet avis. Parce que vu les termes même utilisés par la condamnation, bon, initialement on avait dit que voilà, c'était pour viol qu'il est trimballé devant la justice sénégalaise. Et finalement, pour nous dire que c'est pour corruption de la jeunesse, et ainsi de suite, bon, le décalage quand même est assez important. Ouais. Et je pense que les 2 ans ferme, ça l'empêche de se présenter aux élections. Donc, du coup, ben, il est hors course. Si, donc, Mais déjà l'annonce de la condamnation, est-ce que vous avez compris aussitôt ce que ça voulait dire pour corruption de la jeunesse? non, franchement, j'ai pas compris. C'est vraiment des circonvolutions de langage. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans la corruption? Je sais pas. Est-ce que c'est des mœurs ou non? En tout cas, c'est assez vague. C'est assez Ou vague. peut-être le fait de galvaniser aussi des foules, ça pose problème, non? C'est une menace pour un pouvoir. Je pense, parce que, bon, il faut reconnaître qu'il est, au niveau de la jeunesse, en tout cas, il est populaire et ça gêne, ça gêne. Et je pense que surtout la sanction prononcée l'empêche objectivement de se présenter comme candidat aux élections présidentielles et ça fait un candidat potentiel euh, capable de rivaliser jusqu'à un certain point avec, bon, je ne sais pas, Macky Sall n'a pas dit qu'il va, mais on pense qu'il va se présenter. Mais non, dans tous les cas, il y a beaucoup d'éléments qu'on Ouais, peut recouper pour comprendre que monsieur était dans la logique, bien entendu. ouais, Du troisième mandat, parce que dernièrement, oui. c'est quand même le président français, hein, Emmanuel Macron, semblait conseiller à Macky Sall de renoncer à ce projet. Et quand c'est Emmanuel qui le dit, ça veut dire qu'il y a Ouais, eu dans les coulisses quand même, quelques ouais. Pour volontés. qu'il fasse ce geste, ça veut dire que quand même il y a eu des intentions affichées, Ben, peut-être pas naturellement, puisqu'on a fait publiquement, même mais intervenir, on a fait intervenir les avocats français, des juristes français pour expliquer que cela était possible, un troisième mandat était possible. En fait, Macky Sall a consulté ces personnes-là, ces intellectuels-là, ces juristes. Cela veut dire qu'il l'avait déjà, bon, ce n'était plus l'intention, en fait, à oui, ce oui, moment-là. oui. Non, non, bon, je pense que, mais c'est, ouais, est-ce qu'il va, les gens l'attendent, hein?
Il faut qu'ils disent Les, clairement. les gens, Il les faut gens qu'ils disent attendent. clairement. Alors, mais que vous inspire donc le silence de Macky Sall? Parce que depuis cette grave crise, la toute dernière, bien entendu, où on parle déjà d'une vingtaine de morts, Oui, on parle d'une centaine de blessés, des dégâts matériels importants. des Jusque-là, Macky arrestations, Sall ne des s'est pas gens en encore prison. prononcé. Nous Ouais, sommes déjà le 14 juin. Il ne s'est pas ouais. encore prononcé. Que vous inspire ce silence? Bon. Bon, moi je pense que Silence coupable? mais silence coupable, gêne et difficulté à trouver quoi dire Les termes voilà, pour expliquer. pour expliquer, pour essayer d'arrêter la colère populaire. C'est aussi ça. Parce que, bon, ce qu'il faut dire, c'est que je pense que le peuple et surtout la jeunesse, ils sont dans les rues. Certes, il y a ces enjeux électoraux, etc., au premier plan, mais il y a aussi les problèmes économiques et sociaux auxquels ils sont confrontés. C'est une jeunesse qui est confrontée au chômage. Voilà, combien d'entre eux prennent les bateaux pour traverser la Méditerranée, aller chercher du travail en Europe, ainsi de suite. Il y a tout ça. C'est vraiment Donc une vous êtes en train de nous dire, Hmm, Dragos, que hmm. la crise sénégalaise n'est pas que politique. Non, elle n'est Elle pas est que. aussi. Elle est aussi économique, elle est aussi sociale. Voilà, elle est aussi morale parce que bon, il y a aussi quand même un système de népotisme, de corruption généralisée que les gens dénoncent, y compris la famille et les proches de Macky Sall sont impliqués dans des scandales financiers et économiques de corruption. Donc il y a tout ça réuni qui fait un cocktail explosif qui fait que les gens ils sont dans la rue pour dénoncer tout ça. Par exemple, moi j'ai été au rassemblement organisé par la diaspora sénégalaise ici à Bordeaux. Ils étaient près d'un millier, tu vois, à la place, vraiment, place centrale de Bordeaux, qui s'appelle Place de la Victoire. Ils étaient, et j'ai regardé la physionomie des gens qui étaient là. C'était massivement des jeunes, des étudiants, d'autres qui ne sont pas étudiants, mais voilà. Et, et, et dans leur slogan qu'ils lançaient, c'est, bon, bien sûr, ils dénonçaient la répression, ils dénonçaient la confiscation du pouvoir que veut faire Macky Sall pour rester éternellement au pouvoir. Mais il dénonçait surtout l'atteinte à la démocratie, Mhm. la violation massive des droits humains, des libertés démocratiques, etc., qui est quand même un acquis précieux dans ce pays. Et voilà, et il y en a qui disaient que quel que soit le gouvernement qui va arriver au pouvoir au Sénégal, nous nous battrons toujours pour la démocratie. Et il y en a qui disaient, même si un jour c'est Sanko qui est au pouvoir, s'il s'attaque aux libertés démocratiques, nous allons descendre dans la rue pour la défendre et la préserver. Donc c'est profond. Donc c'est pas juste la question de Sonko. Ils sont en lutte contre un système de domination, d'oppression, d'exploitation qui n'a que trop duré, quoi, tu vois. Au bout du compte, ils se sont sentis, disons, trahis par Macky Sall, c'est ça? Oui, parce que certains d'entre eux rappelaient quand Ouad avait voulu Faire la même chose. faire la même chose, ils étaient dans la rue contre Ouad et Macky Sall aussi. Oui, bien sûr, Macky Sall a Donc pu. voilà, donc les gens disent, mais voilà, lui, il reproduit la même chose, peut-être même pire parce que la répression elle est assez sanglante, quoi. Parce qu'il y a les forces de répression, il y a l'armée, il y a la police, et il y a Du côté surtout, de la police, on a vu ouais, aussi des nervis, hein, des voilà, civils c'est ça, c'est une armés, et milice ça, privée. Là. c'est documenté désormais. J'ai vu des images où on les voyait certains descendre des fourgons de police avec une arme. Vraiment des images, quoi, réelles, tu vois, les forces de répression sénégalais, les forces, voilà, la police, l'armée, et de leurs fourgons, on monte des gens qui descendent
et ils avaient un fusil à la main. Donc, il y a une liaison étroite quoi, entre eux et ces nervis-là. Et plus grave, c'est une image où on voit un policier prendre son arme, donner à un civil et euh, qui a utilisé finalement sur la foule. Mais est-ce qu'on peut penser que finalement l'effondrement du Sénégal est inévitable à l'allure où vont les choses? Parce que, bon, on attend évidemment, comme on a dit, Macky Sall ne s'est pas encore prononcé. Il va se prononcer après, je crois, le dialogue. C'est ce que nous apprenons. Bon, la jeunesse aussi l'attend au tournant. Et voilà, il y a des tensions comme ça. Est-ce qu'on peut penser que le Sénégal n'est pas encore sorti de cette Oh, bon, crise? il y a ces tensions, ces difficultés, moi, à mon avis, vont continuer. Peut-être que ils vont trouver un bricolage pour calmer la colère populaire. Bon, et puis les gens ne peuvent pas être sur la brèche, tu vois, longtemps. À un moment donné, il va peut-être y avoir une pause, mais ça ne veut pas dire que c'est Mais fini. est-ce que le silence, comme on le disait tout à l'heure, de Macky Sall, c'est pour les raisons de, comme qui dirait, pour jouer au pourrissement, c'est ça? Et c'est possible? Ça peut passer? Ben, dans l'immédiat, je pense que ça peut pas passer parce que c'est une colère populaire assez profonde. Donc, je ne pense pas que par des petits artifices comme ça, on peut arriver à calmer cette colère parce que les gens, ils savent pourquoi ils sont dans la rue. C'est pas un mouvement spontané, Spontané, hein? Non. irréfléchi, quoi. Tu vois, il y a des revendications fortes. Sinon, pas une satisfaction de ces revendications-là, je pense pas ils vont arrêter. Ils peuvent momentanément marquer une pause, mais c'est pour rebondir plus tard. Tu vois. Maintenant, vous me dites, est-ce que le Sénégal va s'effondrer? Bon, je pense que en voyant l'état des forces En présence, oui. en présence du mouvement lui-même, le mouvement lui-même n'est pas encore suffisamment fort et structuré pour voilà, changer la donne pour le moment. Oui, mais les mêmes causes Ouais. causent les mêmes effets, comme Ouais, qui dirait. parce que Euh, vous voyez, il y a évidemment ce qu'on nous montre, c'est Dakar, et puis il y a certaines villes aussi où il y a des manifestations importantes. mhm. Bon, mais à l'échelle de tout le pays, il y a peut-être beaucoup de villes, beaucoup de régions, surtout des zones rurales, qui ne bougent pas forcément. Alors, on va terminer donc par cette dernière question. Quelles pourraient être, selon vous, les différentes issues possibles, bien entendu, à cette crise sénégalaise? Mais il y a d'abord, je vois trois issues. La première issue, Macky Sall, il manœuvre et, et il arrive à imposer euh, Sa candidature. sa candidature et le maintien de Sanko Antol qui ne peut pas se présenter. Voilà. Mais cette issue, elle est dangereuse parce qu'elle ne va faire que aggraver la crise et amener encore le mouvement à se poursuivre, quoi. La deuxième issue, Macky Sall, bon, Renonce à son projet. il renonce à son projet et pour éviter de souffler sur la braise. Et puis bon, voilà, je ne sais pas s'il peut même amnistier Sonko et le faire sortir de prison. Je ne sais pas s'il peut aller jusque-là. Ou alors, il peut marchander en disant, ben, Sonko ne se présente pas, il est en prison, moi aussi je ne me présente pas. Et puis, les cartes à jouer sont entre les forces de l'opposition et son parti majoritaire pour continuer ce processus vers les élections qui va amener un certain calme. Ouais,
Ça, c'est une issue aussi, mais qui ne résout pas les problèmes fondamentaux du peuple. Voilà. Et la troisième issue, euh, c'est celle de, voilà, le mouvement populaire continue, s'approfondit, mais en vue de mieux se structurer et d'essayer de réunir les forces pour poursuivre la lutte en vue de renverser tout ce système, quoi. Et vous C'est ne ça. voyez pas le scénario où l'armée prendrait ses responsabilités, par exemple, où elle s'imposerait? Oui, ouais, effectivement, c'est possible. Parce que bon, beaucoup de gens ont tendance à dire que bon, le Sénégal, c'est quand même, ils ont des traditions démocratiques. Mais on disait ça aussi en Tradition Côte d'Ivoire. démocratique, mais là, on a vu qu'on pouvait. J'ai dit même ça, il faut relativiser. Il faut relativiser. Même quand c'était cette démocratie formelle, Mhm. depuis Senghor à Diouf, les gens oublient que sous ces régimes-là, il y a eu des violents moments de répression, sanglantes, tu vois. Et donc, c'était pas si angélique que ça, tu vois. Euh, donc, on ne sait jamais ce que ils ont dans dans leur sac. Ils peuvent sortir un putschiste parce que les gens disent Voilà. oui, mais les militaires sont avec lui, voilà. Oui, mais C'est je ne sais l'illusion pas. que ça donne, Oui, hein. mais est-ce que nous, on est à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe? Est-ce que tous vraiment sont derrière? On ne sait pas. Et puis souvent, on a vu que le plus proche du chef de l'État a fait le coup d'État. Voilà. Alpha Condé peut en Pour le témoigner. témoigner. Son chef de camp, c'était Doumbouya, c'est lui qui l'a renversé. Curieusement, oui. Donc, effectivement, ce que vous dites là, bon, c'est pas des choses à écarter, quoi. Ça, tout dépend de comment la crise va évoluer. Si, à un moment donné, les puissances impérialistes, notamment l'impérialisme français, qui est l'impérialisme dominant dans la sous-région et au Sénégal, se rend compte que on risque de tout perdre, un coup de force peut intervenir militairement. Hein. Et, voilà. Et ils vont dire encore, bon, c'est juste une transition, et ainsi de suite. Mais en attendant, ils auront par ce coup de force marqué un coup d'arrêt à l'élan du mouvement populaire. Et voilà. Comme qui dirait, les politiques ont toujours un dernier tour dans leur poche. Dragos, oui, Dragos, on ne va pas quand même terminer cette émission sans parler de votre activité professionnelle, le cinéma. Vous êtes cinéaste engagé. Est-ce qu'on peut, en quelques secondes, nous faire un peu, voilà, nous parler de l'actualité cinématographique? Voilà, j'ai deux films en tournage actuellement au Mali. Un film sur la médecine traditionnelle au Mali, qui est un film documentaire. Et voilà, l'idée, c'est de vraiment valoriser cette médecine traditionnelle pour qu'elle puisse être prise en compte dans le système de santé publique, parce que nos tradis patriciens ont des savoirs dans le domaine des soins, des plantes médicinales, et voilà, le film est fait pour ça. Mais face au désormais lobby pharmaceutique, c'est un peu complexe, hein. Quelles sont les chances d'y Oui, parvenir? ben, en tout cas, de l'expérience que j'ai après mes repérages et le tournage qui a commencé, qui est largement entamé, presque fini, hein, les gens protègent aussi. Ils sont Mhm. organisés, ils sont structurés. Il y a une fédération malienne des tradithérapeutes Oui. qui font vraiment tout un travail pour préserver ce savoir-là, pour protéger les plantes médicinales. Et ils en sont conscients, hein, mais ils sont vraiment organisés pour ça. L'autre film aussi en tournage au Mali, c'est sur les populations déplacées suite à la guerre et aux attaques des groupes armés terroristes, parce qu'il y a des populations qui quittent leur village et qui se retrouvent dans des zones précaires. Et moi, ce que je veux montrer dans ce film, c'est leur capacité de résilience et de résistance. Même s'ils ont quitté leur village, ils ont toujours à l'esprit de pouvoir y retourner un jour. Et là où ils sont,
ils se Ils prennent en peuvent charge. redémarrer la vie, Voilà, ils reprendre la vie. s'organisent, ils font des activités multiples. Donc, c'est pas des gens complètement, voilà, abattus, qui n'ont aucun un espoir dans la vie. Non, c'est vraiment pas ça. Je veux montrer ça pour rompre avec une certaine image misérabiliste qu'on a lorsqu'on présente les populations dans une Après, certaine posture, quoi. Voilà. C'était ça que je veux montrer là. Parce que j'ai vu dans un camp de population déplacée où j'ai été plusieurs fois en repérage, dans ce contexte difficile, ils ont aménagé une école. Parce que pour eux, l'éducation de leurs enfants, c'est important. Et des bénévoles viennent y donner des cours. Des artistes, des gens de culture viennent sur ce lieu organiser des activités artistiques et culturelles avec ces populations. Donc, voilà, c'est plus ça que je veux montrer dans le film. Parce que par et quoi population les titres déplacée, bon, bien sûr, difficultés d'alimentation, problèmes sanitaires, précarité généralisée. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ces populations se prennent en charge et essaient de s'en sortir. Ok, mais c'est quoi les titres? Alors, pour le moment, j'ai pas donné les titres. Ça Ah bon? va émerger, voilà, tout le long du travail de réalisation et de post-production, mais j'ai pas donné de titres encore. Ouais. Et en ce moment aussi à Bordeaux, je suis en tournage. Je tourne un film sur les luttes contre les violences conjugales, qui est, D'ailleurs. qui est vraiment un véritable fléau partout, hein, dans le monde, et en France, partout, partout. Donc, voilà, j'ai fait un film sur ça. Et là aussi, c'est en tournage en ce moment. Donc, voilà mes Merci. dernières actualités. Voilà. Oui. Mais j'ai un projet important que je compte mener en 2024 qui va se tourner une partie au Brésil et une partie au Bénin. C'est sur le retour des esclaves affranchis qui sont revenus en Afrique, notamment dans le cas du Bénin. Il y en a eu beaucoup qui sont arrivés du Brésil. Donc, Évidemment, de plus en plus, on assiste un peu à ce retour des afro-descendants voilà, c'est ça. Donc, le d'Afrique. film parle de ça à partir d'une histoire véridique qu'on m'a racontée. Et je l'exploite pour mettre en place un film autour de ça. Donc, une partie à San Salvador, le tournage va être tourné là-bas au Brésil, et l'autre partie du film au Bénin, dans la zone de Porto Novo, Huida. Merci, Dragos Ouedraogo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cinéaste engagé, anthropologue, expert associé au laboratoire Les Afriques dans le monde, Université de Bordeaux, enseignant et chercheur à l'école des hautes études en santé publique de Bamako au Mali. En tout cas, merci de nous avoir visités aujourd'hui. Et merci à vous de m'avoir donné la parole sur votre chaîne, à qui je souhaite longue vie Je vous en prie. et beaucoup de succès. Merci, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Je vais simplement vous rappeler de cliquer sur le petit pouce en l'air en bas de cette vidéo, dans le cas où vous avez oublié, bien entendu, et de partager au maximum nos émissions pour nous aider à parfaire notre référencement, mais aussi à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dans le cas où vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas, pensez aussi à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt, probablement dans le même cadre, pourquoi pas, avec la même ambiance. Dieu voulant. Merci.